Bien, bonjour à tous. On se retrouve du coup pour notre troisième cours en capsule vidéo qui va porter cette semaine sur les enjeux et conflits dans le monde après 1989. Alors la semaine dernière, on avait vu ensemble la guerre froide et la guerre froide, on peut dire qu'elle se termine en 1989 ou plutôt 1991. Alors pourquoi ces deux dates 1989, c'est la chute du mur de Berlin, donc on peut considérer que c'est quasiment la fin euh, de l'URSS, mais l'URSS se fonde en réalité le 25 décembre 1991. Alors quel est l'objectif de ce chapitre? Comme son nom l'indique, c'est de comprendre les enjeux et les nouveaux conflits en fait qui vont naître après la chute de l'URSS. Alors ce qui va se passer, c'est qu'à l'époque, on avait pensé qu'après la chute de l'URSS et donc du modèle communiste, que le modèle capitaliste et libéral des États-Unis allait triompher partout dans le monde. En tout cas, c'est ce que pensaient de nombreux analystes de l'époque, et que les États-Unis seraient la seule superpuissance pendant assez longtemps dans le monde, puisque s'est effondré leur rival depuis une quarantaine d'années, l'URSS. Alors on va voir que ça a été le cas pendant une dizaine d'années, cette idée de superpuissance, mais qui vont très vite être contestées par des nouveaux conflits et des nouvelles rivalités. Donc c'est la raison pour laquelle la question centrale que l'on se pose est quelle est la nature des rivalités et des conflits dans le monde aujourd'hui et sur quel territoire se développent-ils. Voilà pour cette question donc, qui concerne surtout les conflits de 1989 jusqu'à aujourd'hui. Alors pour ça, comme d'habitude, donc on va aller voir la fiche d'objectif que je vous proposais. Alors la voici. Alors j'avais toujours gardé une étude de cas que je traite toujours avec les élèves, qui est la guerre au Mali de 2013, qui commence à dater un peu pour vous, mais qui est toujours intéressante donc pour les nouveaux conflits. Euh, c'est aussi intéressant parce que c'est une guerre qui est menée par la France, et notamment contre une nouvelle menace qui est le terrorisme. Ensuite, partie 2, on va passer à l'échelle mondiale, c'est-à-dire on va regarder ensemble les guerres et les menaces à l'échelle mondiale aujourd'hui. Alors, on parlera peut-être un court instant du coup des menaces qui sont pas traitées dans le manuel mais que vous connaissez aujourd'hui puisque nous en vivons une, hein, les menaces sanitaires par exemple. Ensuite, partie 3 de la superpuissance américaine 1989 à 2001 à un monde multipolaire. Alors justement, on passera d'une superpuissance entre 1989 à 2001 à un monde multipolaire. Alors vous vous rappelez, il était bipolaire au chapitre précédent, et maintenant on dit peut-être que le monde serait multipolaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pôles, il y a plusieurs puissances qui s'affrontent sur des terrains d'affrontement nouveaux. Alors quelles sont les dates à connaître? Donc les dates à connaître pour ce chapitre, c'est en 1991 la guerre du Golfe, une guerre qui se déroule en Irak. Alors c'est une guerre qui est autour du golfe Persique, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça n'a rien à voir avec le golf, le sport d'ailleurs, ça s'écrit pas de la même façon, vous avez un E à la fin. Alors je vous expliquerai en étonnant les aboutissants de cette guerre. Ensuite, date très importante et qui est également à connaître, le 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center à New York. Alors j'espère que vous avez regardé la vidéo que je vous avais mis sur le lien méga. Pour ceux qui n'ont jamais vu les attentats du 11 septembre 2001, il faut absolument y regarder pour connaître le traumatisme qu'a pu être ces attentats. Et ces attentats vont déclencher un certain nombre de guerres préventives que les États-Unis ont appelées des guerres préventives contre le terrorisme, et notamment une lancée en Afghanistan en 2001, qui est toujours en cours, même si les troupes américaines se sont retirées. Et une en 2003, bien lancée en 2003, en Irak, où les troupes américaines se sont toujours retirées, mais la situation est très instable. C'est, vous le savez, une partie du territoire irakien où est né le groupe terroriste Daesh. En 2011, c'est le début de la guerre civile en Syrie qui n'est toujours pas terminée. Et puis en 2013, c'est l'intervention française au Mali, on la verra en étude de cas.
Alors raconter et expliquer, il faut être capable de raconter et expliquer un conflit majeur. Donc par exemple ici je vous propose plutôt de retenir le Mali comme c'est celui qu'on va étudier, surtout qu'il est assez simple. Ensuite le rôle majeur des États-Unis comme superpuissance et le monde bipolaire depuis les années 2000. Il faut être capable de décrire les nouvelles guerres et les nouvelles menaces à l'échelle mondiale. Alors les mots-clés, un djihadiste, le terrorisme islamiste, une guerre civile, la prolifération nucléaire, les réfugiés, une puissance, une superpuissance et un monde multipolaire sont des mots à connaître. Alors allons-y, commençons par notre partie 1. Tac, on retourne au diaporama. Alors je vous avais mis une image de la première guerre du Golfe en 1991. Donc après l'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990, une coalition de 28 pays dirigée par les États-Unis lance une opération qui s'appelle l'opération Tempête du désert le 17 janvier 1991. Alors c'est pas la guerre que j'ai choisi de traiter avec vous, mais je vais quand même vous en parler assez rapidement de la guerre du Golfe. Pour ça, on va aller voir une carte ensemble. Donc 1991, je vous rappelle que c'est l'année de la chute de l'URSS, donc, et vous avez une guerre que vos grands-parents et vos parents doivent en partie connaître parce qu'ils en ont entendu parler, qui s'appelle la guerre du Golfe en 1991. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez ici sur la carte, c'est une guerre qui concerne des pays du Moyen-Orient et notamment en premier lieu l'Irak, ici, qui se trouve ici. Alors l'Irak est alors dirigé par un dictateur qui s'appelle Saddam Hussein et qui avait déjà engagé une longue guerre contre l'Iran. Il y a eu une très longue guerre Iran-Irak dans les années 1980 et qui souhaite récupérer ce petit état qui existe toujours, hein, qui s'appelle le Koweït. Notamment pour des raisons pétrolières, mais aussi pour des raisons historiques, puisque en fait cet État avait été créé par les Anglais lorsque c'était une colonie. Il a été détaché et il est aujourd'hui indépendant. Et donc Saddam Hussein réclame cet État, il affirme qu'il est historiquement irakien, alors ce qui est vrai, c'est un État historiquement irakien. Alors évidemment, devant le refus de ses voisins et du Koweït de lui céder ce territoire, il envahit en 1991 le Koweït. Donc vous voyez la petite flèche jaune, mouvement des restes des troupes irakiennes hein, qui vient envahir le Koweït pour y récupérer le territoire et notamment les champs de pétrole qui s'y trouvent. Alors face à ça, la communauté internationale réagit. Alors vous savez, il y a eu la création de l'ONU en 1945 et le Koweït se plaint à l'Organisation des Nations Unies donc d'une invasion étrangère. Il réclame de l'aide. Et à ce moment-là, les États-Unis proposent du coup une alliance internationale pour aller libérer le Koweït. Alors, les États-Unis vont réussir cette alliance internationale pour plusieurs raisons. D'abord, l'URSS est en train de s'effondrer. Donc, même si c'est un pays qui aurait pu mettre son veto à une intervention, l'URSS ne le fera pas. La Chine est peu concernée à l'époque par cette région du monde, donc ils ne mettront pas également leur veto. Et donc, cette guerre montre un peu le symbole du fait que les États-Unis deviennent une énorme superpuissance et qu'ils ont énormément d'alliés, puisque en fait, lors de cette coalition internationale, vous avez 28 pays qui vont accepter d'aller soutenir les États-Unis dans cette guerre. Donc ils font office un peu de leader hein, du monde libre après 1989. Et c'est une véritable réussite. Alors évidemment, malheureusement, il y aura énormément de morts dans cette guerre, on en entendra parler souvent plus tard, hein, plus de 3 millions d'Irakiens. Mais en tout cas, l'opération militaire est un succès énorme puisque en à peine une semaine, les troupes alliées, les troupes de la coalition internationale de 29 pays, y compris des pays musulmans et arabes autour de l'Irak qui rejoignent la coalition, je pense à l'Arabie Saoudite notamment, mais en une semaine, Bagdad est prise. Et donc c'est un véritable triomphe pour les États-Unis. Ils décident pour autant de garder Saddam Hussein à la tête du pays, mais Saddam Hussein se retire du Koweït.
Donc voilà pour cette guerre du Golfe, dont il y a eu très peu d'images parce que les États-Unis ont refusé d'y envoyer des reporters de guerre. Ils avaient été traumatisés par les images de la guerre du Vietnam. Et pourtant, il y aura énormément de morts chez les civils irakiens et dans l'armée irakienne. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que cette guerre est présentée comme une guerre réussie côté États-Unis, qui ont réussi à agglomérer autour d'eux une alliance de plus de 28 pays, ce qui est considérable. Voilà pour cette guerre du Golfe qui commence au début de notre chapitre. Et donc vous avez des images ici de l'opération Tempête du désert, hein, c'est le nom donné puisque au sud de l'Irak, c'est en partie un désert, le même qu'en Arabie Saoudite. Alors nous, ce qui nous intéresse surtout, parce qu'elle nous concerne et surtout parce qu'elle est plus simple à comprendre, c'est la guerre au Mali en 2013. Alors je vous avais mis un certain nombre de documents ici dans le diaporama. Donc d'abord, où se trouve le Mali? Il se trouve en Afrique de l'Ouest. Ici, c'est une ancienne colonie française. C'est un pays qui est très grand, mais plus grand que la France. Alors vous le voyez ici sur la carte avec ses pays voisins. Alors que se passe-t-il donc en 2012 au Mali, diverses organisations armées se lancent dans une guerre contre le gouvernement malien et s'emparent du nord du pays. Donc, vous avez ici le nord du Mali, donc, qui était occupé en partie par des organisations armées terroristes qui avaient pris le contrôle d'une partie du nord Mali. Alors face à cette prise de contrôle de territoire, le gouvernement malien, donc, qui se trouve dans sa capitale Bamako, va demander de l'aide aux pays étrangers, et surtout parce que les groupes armés étaient en train de descendre notamment sur une ville qui est très connue historiquement, Tombouctou, ici, et ils étaient en train de prendre possession et de se diriger vers Bamako. Donc en 2013, la France accepte d'intervenir militairement pour stopper la progression de ces islamistes au sud. Alors pourquoi c'est plutôt la France qui intervient dans cette région? Assez simplement, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce sont des anciennes colonies françaises, donc ils ont gardé un lien très fort avec la France, et la France a gardé un certain nombre d'intérêts dans la région. Alors vous avez toutes les présences militaires françaises en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, à N'Djamena, au Tchad. Ensuite, donc traditionnellement, l'armée française intervient sur ce territoire. Vous avez en ce moment l'opération Barkhane qui se trouve au Mali, hein, donc dans cette région du monde. Donc la France est déjà militairement présente, elle est capable de projeter son armée dans la région. Également, ses avions aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'aérodromes militaires français présents dans la région. Donc traditionnellement, c'est plutôt la France qui intervient militairement s'il y a des problèmes dans cette région. Et puis enfin, elle a des intérêts économiques. Hein. Vous avez plus de 50% de l'uranium. Alors vous savez, l'uranium, c'est le minerai qui sert à faire la fission nucléaire. Donc plus de 50% de l'uranium des centrales nucléaires françaises est extrait du Niger ici. Vous voyez ici. Voilà pour les raisons de l'intervention française. Alors évidemment, la France intervient aussi pour aider le Mali, mais il y a aussi des intérêts. Et donc, après l'intervention militaire française, alors je vous laisse regarder le reportage de France 2 sur le jour où François Hollande a décidé d'intervenir. Donc vous voyez les images, les raisons de l'intervention, etc. Alors comment la France intervient? Il y a des troupes au sol qui sont envoyées pour repousser les islamistes. Vous avez des bombardements aériens de l'aviation ici. Et l'avancée des troupes françaises est une réussite puisqu'ils repoussent les islamistes au nord qui, eux, vont se réfugier dans le désert du Sahel, où nous avons toujours aujourd'hui des opérations militaires en cours. Donc voilà sur cette guerre qui est présentée comme une victoire, notamment par le président François Hollande, comme une véritable réussite. Alors réussite au sens, oui, où les Français ont réussi à repousser très rapidement les islamistes, mais ils sont toujours présents aujourd'hui au Sahel, et nos troupes également. Donc, sur le long terme, réussite, on ne sait pas pour l'instant.
mais en tout cas ça a été une réussite. Mais elle montre un nouvel type de menace qui va naître, qui existait déjà avant, mais qui commence à prendre de l'ampleur dans les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui encore, vous le savez, c'est les menaces de terrorisme islamiste qui se développent un peu partout dans le monde et qui obligent les pays développés à intervenir parfois à l'étranger en prévention de ces menaces islamistes qui, eux, menacent notamment par des attentats des pays occidentaux. Et pas seulement, les pays qui occupent aussi dans le monde entier. Alors je vous ai mis une petite trace écrite. En 2012, au Mali, diverses organisations armées se lancent dans une guerre contre le gouvernement malien et prennent le contrôle du Nord Mali. Parmi elles, des organisations terroristes islamistes comme Al-Qaïda. Alors Al-Qaïda est un groupe terroriste qui avait été créé par Ben Laden, qui est celui qui a instigé les attentats du 11 septembre 2001. En 2013, la France engage militairement pour stopper la progression de l'islamisme. L'opération est perçue comme un succès international en France et également à l'étranger. Donc voilà pour cet exemple de nouvelles menaces terroristes et d'obligation pour la France d'intervenir, en tout cas qui s'est portée volontaire pour une intervention. Toc. Alors si ça vous intéresse un peu plus les interventions françaises à l'extérieur, donc vous pouvez aller vous-même faire une recherche, hein, ça s'appelle les OPEX, O-P-E-X, donc ce sont toutes les opérations extérieures menées par la France, et vous pouvez taper l'opération Barkhane, hein, qui est l'opération qui se trouve dans le Sahel actuellement, donc pour savoir si le nombre de militaires français présents, qu'est-ce qu'ils font, etc. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube. Alors, partie 2, à l'échelle mondiale, les guerres et les menaces, parce que nous n'avons pas que des menaces d'attentats terroristes, il y a tout un tas d'autres menaces dans le monde aujourd'hui. Et donc je vous avais proposé cette carte qui montre à peu près toutes les menaces présentes dans le monde aujourd'hui. Alors si vous voulez bien regarder avec moi, vous avez d'abord en bas dans la légende, en grand titre, Grand 1, un monde instable. Alors instable, oui, par une multiplication des conflits internationaux. Alors, est-ce qu'il y a plus de conflits aujourd'hui qu'à l'époque dans l'histoire? C'est pas forcément sûr. Hein. En tout cas, ces conflits sont peut-être plus nombreux, mais ils font peut-être moins de morts proportionnellement à la population présente sur Terre aujourd'hui que ce fut dans l'histoire. Mais il y a quand même un certain nombre de conflits internationaux, et ils sont très nombreux. Alors, si on les liste tout de même un peu, donc vous avez en conflits internationaux en ce moment aujourd'hui dans le monde, d'ailleurs elle n'est pas sur la carte, hein, le conflit en Libye, vous avez une guerre civile en Libye où la France s'est engagée, notamment pas militairement mais par d'autres voies, notamment diplomatiques et aussi également par des hommes des forces spéciales présents sur le terrain. La guerre civile en Syrie et en Irak due notamment aux nombreuses guerres de la région, puis après la présence de Daesh, la guerre en Afghanistan qui est toujours présente. Il y a des conflits internes aux pays qui ne sont pas présents sur la carte. Hein. L'Inde fait face à une révolte communiste depuis des années, hein, ce qu'on appelle les Naxalites, qui n'est pas présent sur la carte, mais il y a également des conflits en Inde. Alors pas partout en Inde, hein, c'est très localisé. Donc soit peu de conflits en fait entre les États. Vous vous rendez compte que par rapport à les conflits qu'on a étudiés depuis le début de l'année, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, sont des conflits entre États, ce qu'on dit des conflits interétatiques. Et en fait, maintenant, vous avez de plus en plus de conflits au sein même des États. Donc, ce sont des sortes de guerres civiles où sont engagées des puissances extérieures. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui.
Et puis vous avez aussi la guerre dans l'ex-Yougoslavie, hein, notamment on a eu un génocide dans les années 1990-1991. Alors, autre guerre et conflit majeur sont toutes les explosions que vous avez ici. Hein, donc, la plupart des pays dans lesquels vous avez des explosions, c'est qu'il y a eu des guerres civiles dans ces pays-là. Vous les voyez ici, Timor oriental, hein, qui a mené à l'indépendance de ce pays, qui faisait partie de l'Inde. Donc, pris son indépendance en 2003, le Timor oriental. À Mindanao, ici, la petite île que vous avez qui appartient aux Philippines, vous avez une guerre qui est liée notamment à des minorités musulmanes hein, qui veulent l'indépendance vis-à-vis d'un pays philippin qui est très catholique. Alors vous voyez que les grandes zones de conflit en fait se situent principalement au Moyen-Orient, en Asie du Sud, surtout dans le Pakistan, Afghanistan et la région du Cachemire, qui est contestée entre l'Inde et le Pakistan. En Afrique du Nord, notamment au Sahel et au Sahara. Et en Afrique centrale. Donc vous voyez, si en gros on devait résumer quand même, les conflits sont bien plus présents en Afrique et au Moyen-Orient que dans le reste du monde. Alors pourquoi ça s'explique peut-être dû au processus de décolonisation qu'on a vu, qui est fait que ces États sont encore des États fragiles et qu'ils ont des difficultés à maintenir une paix en interne. Et qui sont en proie notamment disons, à des revendications de minorités qui veulent une partie du territoire, à la corruption, à des chefs de guerre, par exemple. Vous avez également aujourd'hui, alors ça, je vais revenir sur les attentats terroristes islamistes tout à l'heure, mais vous avez également des zones de piraterie assez fortes. Alors on a eu une zone de piraterie assez forte dans les années 2010 dans le golfe d'Aden. Alors attention à l'image des pirates, hein, c'est pas des pirates avec les bateaux du 16e, 17e, 18e siècle. Hein, non. Aujourd'hui, la piraterie attaque les porte-conteneurs, le plus couramment avec des navires hors bord qui sont très rapides. Ils mènent des opérations commando et ils vont prendre possession d'un navire, d'un porte-conteneur ou aller prendre des objets qui sont au sein de ces porte-conteneurs dont ils ont connaissance et ils repartent le plus rapidement possible, se cacher dans des régions où on ne peut les trouver. Mais parfois ça leur rapporte vraiment beaucoup puisque dans les porte-conteneurs vous avez des objets d'une très grande valeur. Alors vous avez eu celle de Golfe d'Aden et puis Détroit de Malacca où passe quasiment donc Détroit de Malacca qui se trouve ici là où je mets ma souris, où passe quasiment 50% du trafic maritime mondial. Il y a une zone de piraterie assez forte. Alors souvent quand même, alors les pirates eux sont des gens recrutés sur le terrain dans les pays pauvres, donc des personnes qui n'ont d'autre option que rejoindre la piraterie pour survivre. Mais ceux qui mènent les attaques, hein, ceux qui gagnent de l'argent, ce sont du crime organisé, souvent des groupes mafieux importants qui sont capables d'organiser ce genre d'opération. Alors les pôles de puissance en 2016, ça date un peu, mais on y est encore. Donc vous avez la superpuissance américaine, toujours, même si elle est de plus en plus contestée, notamment par la Chine, comme vous avez pu le voir, même sur des sujets comme le Covid-19. Les autres puissances, globalement, vous avez l'Union européenne, qui a une difficulté à être une puissance seule, puisque les pays de l'Union européenne ont la difficulté pour s'entendre. Et puis des puissances émergentes de plus en plus. Alors ce qu'on a appelé les BRICS, hein, je vous avais déjà noté au tableau, je pense, les BRICS, hein, le Brésil, Russie, Chine, Inde, et puis le S à la fin des BRICS, c'est South Africa, donc Afrique du Sud. Voilà ces puissances émergentes qui viennent contester la puissance américaine, sans oublier le Japon en Asie de l'Est. Alors les membres du Conseil permanent de l'ONU, donc les membres qui sont capables de voter une décision de l'ONU et de s'y opposer, ils sont 5, c'est les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine. Donc voilà ces 5 puissances, Conseil de sécurité permanent de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre leur veto, c'est-à-dire s'opposer à toute décision votée
à l'ONU, quel que soit le nombre de pays qui l'a voté. Donc je prends un exemple, sur 210 pays, vous avez 180 pays qui décident, par exemple, je sais pas, d'intervenir dans un pays en guerre, par exemple, et bien si un seul de ces 5 pays décide non, il n'y aura pas d'intervention au nom de l'Organisation des Nations Unies, il n'y a donc pas d'intervention. Donc leur rôle est très important à ces 5 pays. Alors ils sont contestés, ces 5 membres permanents. Vous avez des pays qui réclament le statut de membre permanent, parce que le monde évolue, notamment l'Inde, vous avez un statut de membre permanent, le Brésil également. Et aussi important, menace qui existe toujours depuis la guerre froide, c'est les pays possédant l'arme nucléaire. Alors là, on a parlé souvent de prolifération nucléaire, c'est-à-dire vous avez peu de pays pendant la guerre froide qui possédaient l'arme nucléaire. Là, il y en a de plus en plus dans le monde. Alors, c'est les pays où vous avez une missile à tête nucléaire, donc traditionnellement États-Unis, Russie. En Europe, France, Royaume-Uni possèdent l'arme nucléaire. Israël également au Moyen-Orient. Et puis Chine, Corée du Nord, aujourd'hui on est quasi sûr. L'Inde, le Pakistan, par exemple, et d'autres encore pays qui possèdent l'arme nucléaire, mais qui le revendiquent pas pour autant, on a des doutes. Donc menace nucléaire qui peut être un accident nucléaire, un tir de missile, etc. Ça reste une menace aujourd'hui. Et enfin, les attentats terroristes islamistes très nombreux dans le monde aujourd'hui. Alors, la première chose que vous devez vous dire, c'est que en fait, les principales victimes du terrorisme islamiste sont les pays musulmans eux-mêmes, à quasiment 90%. Pour ça, il vous suffit de regarder la liste des attentats listés sur Wikipédia, par exemple, et vous verrez le nombre de pays musulmans touchés eux-mêmes par des attentats terroristes. C'est assez considérable. Alors vous les voyez en rouge, hein, donc, notamment en Afrique, énormément dans les zones de conflit qu'on a citées tout à l'heure, mais aussi en Indonésie, à Bali, il y a eu des attentats terroristes importants. Aux Philippines, hein, le groupe de Mindanao ici, qui, qui a fait des attentats. Et puis nous, en France, oui, vous le savez, depuis un certain nombre d'années, notamment en raison d'Al-Qaïda puis de Daesh. Donc nous sommes victimes hein, de terrorisme islamique, mais pas seulement, d'autres pays européens, l'Angleterre, l'Espagne. Donc voilà pour cette mise en perspective. Alors, difficile à retenir pour vous, mais c'est quand même un certain nombre de choses de culture générale. Il faut connaître les menaces du monde contemporain. Peut-être connaître les pays qui ont la puissance nucléaire, ça peut être intéressant. Et puis les zones de conflit les plus marquées, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, par exemple. C'est déjà des choses qui sont intéressantes à retenir pour le lycée. Enfin, d'autres menaces, parce qu'on ne peut pas toutes les présenter, hein, vous avez les menaces sanitaires, hein, donc, dont nous avons été victimes là depuis 2 à 3 mois. Menaces sanitaires de l'arrivée de nouveaux virus, de risque de pandémie dans le monde, hein, risque qui s'accentue pour plusieurs raisons. D'abord à cause de l'avancée de l'homme sur des zones dites naturelles, puisque vous avez un certain nombre de virus dormants dans les zones humides non occupées, c'est-à-dire des virus qu'on n'a jamais croisés, qu'on pourrait attraper par X raisons, pour X raisons, en mangeant des animaux qu'on n'a pas l'habitude de manger, etc. Donc virus dormants qui sont présents dans les forêts tropicales notamment, et dans les zones humides. Donc les derniers coronavirus qui sont arrivés viennent de Chine, mais de l'intérieur de la Chine, hein, des zones qui ont été défrichées notamment. On a des doutes sur certains animaux, la chauve-souris, le pangolin, qui sont mangés dans ces régions, sur certains marchés, et donc qui pourraient transmettre des maladies à risque qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est sûr que c'est une menace qui est pesante et qui pèse toujours, d'autant plus que des virus dormants, vous en avez aussi en Antarctique et en Arctique, et comme la banquise fond, ces virus pourraient ressortir à nouveau, et peut-être que d'autres virus arriveront encore. Donc c'est un risque évidemment qui existe depuis des milliers d'années. Hein. On avait eu la peste noire et d'autres virus encore, qui aujourd'hui vient toucher nos sociétés contemporaines. Enfin, vous avez encore d'autres menaces, hein, mais on ne peut pas toutes les traiter. Vous avez
les menaces informatiques, des attaques informatiques qui se multiplient dans le monde aujourd'hui, hein, de groupes pirates qui attaquent des institutions, des États, des grandes entreprises, etc. Alors voilà pour résumer, donc la guerre au Mali est une guerre civile. Elle est le symbole des nouvelles guerres qui se développent depuis 1991. Alors je regarde juste si ça enregistre. Oui. Alors notamment en guerre civile, vous avez eu la guerre en ex-Yougoslavie, où notamment il y a eu un génocide. Donc génocide en Europe qui arrive en Europe en fait quasiment 40 ans après le génocide des Juifs. Guerre peut-être qu'on ne traite pas assez à l'école, hein, j'espère que vous la verrez au lycée. Elle est assez compliquée, donc j'ai pas forcément envie de la traiter avec vous, mais vous pouvez regarder, vous renseigner si ça vous intéresse, hein, cette guerre en ex-Yougoslavie. Sur internet, vidéos YouTube d'explications par exemple. Guerres civiles nombreuses en Afrique, au Moyen-Orient. Donc ces raisons de guerre civile sont très multiples. Politiques, religieuses, ethniques, également liées aux ressources présentes dans les pays. Et souvent, malheureusement, les civils en sont les premières victimes, puisque ce sont des guerres civiles. Donc ça, malheureusement, ça n'a pas changé, hein. Je vous avais dit, depuis qu'on a étudié, quand on a étudié la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, ce sont quasiment les premières guerres où on a eu plus de civils tués que des militaires. Euh, Puisque, par exemple, les guerres napoléoniennes, je vous avais expliqué, hein, c'est un affrontement d'armée contre armée face à face, donc les morts, ce sont des militaires. Alors là, de plus en plus, les guerres font des morts civiles aujourd'hui. Et les réfugiés sont de plus en plus nombreux, hein. Vous en avez tous les jours des images des réfugiés, notamment qui viennent de Syrie, qui tentent de traverser la Méditerranée pour accéder à l'Europe. Alors de nouvelles menaces sont apparues dans le monde, des dictatures, notamment en Corée, en Iran, mais il y en avait également d'autres. C'est ceux dont on entend le plus souvent parler. Cherchent à se doter de l'arme nucléaire, ce qui crée un risque de prolifération nucléaire. Les terroristes islamistes se développent de façon spectaculaire, avec les actions notamment d'Al-Qaïda et de l'État islamique, alors Daesh. Leur objectif est d'éteindre l'islamisme et d'ébranler leurs ennemis par des attentats, notamment au Mali. Alors une guerre civile, c'est une guerre qui, euh, qui oppose les différents habitants d'un même pays. Donc vous pouvez le rajouter si je ne l'avais pas mis dans le cours. La prolifération nucléaire, l'augmentation du nombre de pays détenteurs de l'arme nucléaire, les réfugiés, les personnes qui sont obligées de s'installer dans d'autres pays pour fuir une guerre ou un conflit. Alors là, par contre, il manque le titre de la partie 3, il me semble. Alors on va revenir rapidement. Donc partie 3 de la superpuissance américaine 1989-2001 et un monde multipolaire 2001. Un nouvel ordre mondial, point d'interrogation. Alors justement, ces nouvelles menaces vont venir contester très fortement la superpuissance américaine. Alors c'est notre grand A. Alors après la réussite de la guerre du Golfe en 1991 pour les États-Unis, il va y avoir un événement qui va traumatiser l'Amérique et quasiment le monde entier. Ce sont ce qu'on a appelé les attentats du 11 septembre 2001 à New York, sur les deux tours jumelles qu'on appelle les World Trade Center. Alors je vous laisse regarder la vidéo que je vous avais mis, même si la musique ne va pas forcément avec. Donc c'est vraiment un événement qui va traumatiser les Américains et également un certain nombre d'autres pays dans le monde, les Européens également. Moi j'y ai assisté directement à la télévision. C'est vrai que ça a été un véritable choc, hein, cette attaque terroriste, parce que c'était quasiment la première fois qu'on avait en direct les images d'une attaque. Et puis elle était très très impressionnante. De voir des avions foncer dans des tours, ça a été très traumatisant pour tous ceux qui ont vu en direct ces attentats. Donc sont deux avions détournés par des islamistes percutent les deux tours jumelles. Ces attentats font près de 3000 morts, alors c'est considérable aussi. 3000 morts pour ces attentats aux États-Unis.
Alors il faut rappeler que les États-Unis n'ont jamais été touchés sur leur territoire, notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale, sauf à Hawaï, donc aussi ils ont l'impression d'être touchés au cœur de leur territoire là, à ce moment-là. Et puis il n'y avait pas que 2 avions, il y en avait 4. Il y en avait un qui devait se diriger vers la Maison Blanche. Comment, les passagers se sont révoltés et ont fait cracher l'avion dans un champ. Vous avez notamment un film sur cet avion. Et puis l'autre aussi s'est écrasé sur le Pentagone. Alors, vous savez, alors le Pentagone, c'est un bâtiment qui est en forme de pentagone, c'est pour ça qu'il porte ce nom-là, qui est le quartier général de l'armée américaine. Et donc il y a un avion aussi qui s'est craché sur ce bâtiment. Mais ça a été moins impressionnant, donc on a moins vu les images, mais à l'époque on les a vus à la télévision. Et donc ce traumatisme des attentats islamistes donc, menés par Ben Laden, qui avait créé le groupe Al-Qaïda, qui est très anti-américain, très anti-libéral, qui voulait installer euh, la charia dans un certain nombre de pays, et qui en voulait aux Américains pour d'autres raisons. C'est assez compliqué. Euh, il, il a été formé par les services secrets américains pendant la guerre en Afghanistan, etc. Donc son histoire personnelle est compliquée, mais du coup c'est lui qui a ordonné à mener l'attaque. Euh, et du coup, il fallait une réponse de la part du gouvernement américain. Le peuple américain était demandeur à une réponse. Et à ce moment-là, les Américains vont se lancer dans 2 guerres préventives vis-à-vis de guerres préventives vis-à-vis du terrorisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont accuser un certain nombre de pays musulmans et dictatoriaux de soutenir ces terroristes, c'est-à-dire soit de ne pas les pourchasser sur leur territoire, ou alors de leur laisser des marges de manœuvre. Et donc, ils vont accuser 2 États, notamment, alors à nouveau l'Irak euh, et également l'Afghanistan. Alors, je vous lis la petite trace écrite que je vous ai mis. À la fin de la guerre froide, suite à l'effondrement de l'URSS, les États-Unis restent la seule superpuissance. En 1991, avec l'accord de l'ONU, ils prennent la tête d'une coalition internationale et repoussent l'armée américaine qui avait envahi le Koweït. C'est la première guerre du Golfe, donc on a vu au début du chapitre. Suite aux attentats islamiques du 11 septembre 2001, les États-Unis s'engagent dans 2 guerres préventives contre le terrorisme. L'Afghanistan contre les talibans en 2001. Alors oui, alors pourquoi on dit contre les talibans? Parce que les talibans sont des étudiants euh, coraniques, des étudiants du Coran, des universités coraniques en Afghanistan, et c'est eux qui notamment avaient pris le contrôle de l'État en Afghanistan et qui sont des musulmans assez rigoristes. Alors ils sont pas tous islamistes, c'est pas vrai. Il y en a qui sont islamistes, qui sont des radicaux musulmans, euh, plus ou moins, plus ou moins. Mais donc souvent on dit que cette guerre est menée contre les talibans en Afghanistan. Alors il commence par l'Afghanistan en 2001, une intervention qui s'est terminée sous Barack Obama, donc qui a quasiment duré 15 ans, cette guerre en Afghanistan, et qui est toujours en cours. C'est une guerre civile actuellement, même si les États-Unis se sont retirés. Il y a eu des négociations il y a à peine avant le confinement là entre les talibans et les militaires américains pour essayer de trouver une solution. Et puis il se lance à nouveau dans l'Irak, qui est toujours dominé par Saddam Hussein, qui est accusé de 2 choses. D'abord d'héberger des terroristes, et puis d'avoir des armes de destruction massive, des armes chimiques, éventuellement l'arme nucléaire. En fait, il s'est avéré que ce ne fut le cas dans aucun des deux. D'ailleurs, la France refusera d'entrer en guerre en Irak en 2003. Et l'ONU refuse de donner son accord aussi à cette guerre, mais les États-Unis iront quand même en Irak en 2003, avec un certain nombre d'alliés qui accepteront de les aider. Et ils vont aller renverser Saddam Hussein, du coup, ils vont prendre Bagdad et cette fois ils vont le renverser du pouvoir. Ce qui va complètement déstabiliser la région d'Irak et qui pose des problèmes toujours encore aujourd'hui. Ces 2 pays donc sont dans la guerre civile et les États-Unis les quittent sans les avoir pacifiés. Alors, donc vers un monde multipolaire aujourd'hui, clairement on y est quasiment, d'un monde avec plusieurs puissances, plusieurs pôles de puissance, un nouvel ordre mondial.
Et de plus en plus, la domination américaine, sur tous les plans, est contestée dans le monde par d'autres puissances. Alors je vous lis le document sur l'État islamique, une organisation terroriste islamiste, donc qui datait de 2014. Donc ça commence à dater, la naissance de Daesh, le temps passe. Même s'ils n'ont plus de possession territoriale, le réseau terroriste existe toujours. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Alors le Levant, c'est le Moyen-Orient, Palestine, Israël, Jordanie. Engagés dans les combats en Syrie et en Irak, ont annoncé dimanche 29 juin le rétablissement du califat. Alors on a vu en 5e, vous vous rappelez, le califat, le chef des musulmans qui n'existe plus depuis les années 1920. Il a été supprimé par les Turcs. Mais eux, ils ont voulu le rétablir, le calife. Le régime politique islamique disparu il y a près d'un siècle et le changement de nom de l'organisation en État islamique. Ce califat devrait être imposé sur la région conquise par ce groupe en Syrie et en Irak, où il a réussi à s'emparer de larges territoires. Le porte-parole de l'État islamique a estimé que le califat était le rêve de tout musulman et le souhait de tout djihadiste, prévenant les musulmans, dans une menace à peine voilée, qu'avec l'annonce du califat, il est désormais de leur devoir de prêter allégeance au califat Ibrahim. S'adressant au groupe djihadiste et islamiste, il a lancé: vous n'avez aucune excuse religieuse pour ne pas soutenir cet État, personne ne peut ne pas prêter allégeance au califat. Donc voilà la proclamation du califat de l'État islamique en 2014, qui aujourd'hui n'a plus de possession territoriale, mais qui reste toujours une menace dans le monde. Alors le bilan de la guerre en Irak, également, document qui date de 2013. Alors je vous le lis. Barack Obama avait promis un retrait total des troupes américaines, celui-ci est effectif depuis hier. 9 ans de guerre s'achèvent sur un bilan très contrasté. Certes, le tyran Saddam Hussein a été renversé, certes, l'Irak a connu ses premières élections démocratiques depuis 50 ans, mais à quel prix? Plus de 100 000 morts parmi les civils sont à déplorer, des conflits ethnico-religieux entre sunnites, chiites, vous vous rappelez, on avait dû voir ça en 5e, les différents groupes musulmans, je pense que vous vous rappelez tout. Les Kurdes menacent la stabilité d'un gouvernement très fragile. L'économie du pays est exsangue, les services de base comme la distribution de l'électricité et l'eau potable sont défectueux, et la reprise des exportations du pétrole est bien faible. Cette nouvelle guerre du Golfe, guerre préventive théorisée par George W. Bush, c'était le président de l'époque, George Bush, après les attentats du 11 septembre 2001, aura aussi coûté cher aux États-Unis financièrement, 770 milliards de dollars par an, humainement, plus de 4000 soldats, 4484 soldats sont morts, et également moralement. Donc voilà pour des articles de presse sur ces guerres préventives américaines. Donc voilà, on en arrive à aujourd'hui quasiment. Donc suite aux échecs des guerres préventives des États-Unis, Afghanistan et Irak en 2003, la superpuissance américaine est remise en cause. D'autres pôles de puissance apparaissent, l'Union européenne, mais qui peine à parler d'une seule voix, mais aussi les pays émergents comme la Chine, la Russie et le Brésil. Alors c'est surtout la Chine qui commence à se positionner en véritable opposant aux États-Unis, d'abord sur le plan économique. La Chine n'a toujours pas rattrapé les États-Unis en production de PIB, mais ils sont pas si loin et ils avancent très vite. Militairement, ils sont encore très loin, mais ça reste une puissance très importante. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus agir sans l'accord de ces pôles ou de l'ONU. C'est l'apparition d'un monde multipolaire. Un monde qui est dominé donc par plusieurs puissances qui se contestent le pouvoir. Donc voilà. On a eu un monde bipolaire quasiment, on a dit bipolaire alors qu'il était peut-être tripolaire avec le tiers-monde, vous vous rappelez. En gros, de 45 à 89, et de 89 à 2001, on prend cette date parce que c'est les attentats du 11 septembre. Une superpuissance américaine, et puis aujourd'hui un monde multipolaire. Voilà pour le chapitre. Alors je vous lis, on lit ensemble la fiche résumée qui résume tout ça. Donc des exemples de conflits. Alors deux conflits par exemple que vous pouvez retenir sur ces conflits nouveaux après 1989. D'abord la guerre en Irak en 2003. Donc les enjeux c'est la menace terroriste pour les Américains, le pétrole également. Oui, c'est vrai que c'était une zone pétrolière très importante, donc il y a des intérêts pétroliers derrière. Les armes de destruction qui finalement n'ont jamais existé. Intervention des États-Unis sans l'accord de l'ONU, renversement de Saddam Hussein, puis guerre civile dans le pays. Voilà pour la situation de la guerre en Irak.
La guerre au Mali en 2013, enjeu repoussé et théorie, intervention française avec l'accord de l'ONU, gestion de l'après-conflit par l'ONU. Oui, alors souvent aussi, ce qui est très important à retenir quand un pays étranger mène une guerre, on dit surtout si c'est un pays très développé, les guerres ne sont pas forcément très longues à mener. Par contre, ce qui est très difficile, c'est ce qu'on appelle la reconstruction de l'État où il y a eu la guerre. Ce que les Anglais appellent le state building, la construction d'un État. Or là, et ça coûte très très cher, c'est très compliqué de reconstruire un État après une guerre. Et donc là, la France, par exemple, après son intervention au Mali, certes, elle a laissé quelques hommes au Mali avec l'opération Barkhane, mais a confié les tâches de reconstruction d'État et de stabilisation du pays à l'Organisation des Nations Unies, qui, dans ce cas-là, envoie ce qu'on appelle les casques bleus, c'est les militaires de l'Organisation des Nations Unies, et un certain nombre d'hommes chargés de restabiliser la région. Alors, des nouvelles guerres et des nouvelles menaces, on a une multiplication des guerres civiles, guerres intra-étatiques, on a des risques de prolifération nucléaire, notamment en Corée du Nord, avec les tests de missiles de Kim Jong-un, et les menaces de terrorisme islamiste, Al-Qaïda, l'État islamique. Ensuite, la superpuissance américaine de 91 ou 89, vous pouvez prendre la date que vous voulez, à 2003, ou 2001, c'est pareil, les dates sont contestées, c'est pas très important. La guerre du Golfe en 1991, la guerre en Afghanistan en 2001, et la guerre en Irak sans intervention de l'ONU en 2003. Un nouvel ordre mondial depuis 2003 et qui se prolonge encore jusqu'à aujourd'hui, le rôle accru de l'Organisation des Nations Unies, avec l'importance du Conseil de sécurité avec les 5 membres qui peuvent mettre leur veto, les missions de maintien de la paix, et les puissances concurrentes des États-Unis, Russie, Chine, Brésil. Voilà. Et vous avez ici donc les photographies et les petites courtes biographies des personnages qui ont joué un rôle important durant cette période. Il y en a d'autres, mais on ne pouvait pas tous les mettre. Voilà. Pour ce chapitre, alors j'ai rien oublié, on peut peut-être aller voir ensemble. C'est pas ça que je voulais voir. Oui, les définitions. Alors, un djihadiste, très difficile à définir, mais bon, il fallait en faire une. Un extrémiste musulman qui cherche à étendre la loi islamique par la violence. Voilà ce que vous pouvez retenir. Alors, sachant que c'est une définition qui est valable aujourd'hui, attention, puisque le djihad, à l'époque où on a vu ensemble l'islam en 5e au Moyen-Âge, ça n'a rien à voir avec ça. Si vous allez lire le Coran, le djihad n'a rien à voir avec ça non plus. Et si vous connaissez des camarades musulmans aussi, c'est bon. Dans la notion religieuse du terme, c'est simplement l'amélioration personnelle, donc physique ou intellectuelle, l'idée de faire son djihad. Alors c'est une notion qui a été totalement détournée d'abord par les califes au Moyen-Âge, qui l'ont utilisée pour faire la guerre, en disant que si ces personnes voulaient s'améliorer physiquement et intellectuellement, il fallait faire la guerre aux non-musulmans. Et à partir de ce détournement de terme, aujourd'hui on utilise le terme pour désigner justement ces personnes qui combattent les non-musulmans. Et voilà la création du terme djihadiste à la base, un terme qui ne veut pas du tout dire ça au départ. Donc c'est bien une définition qui est valable aujourd'hui. Attention à comment vous l'employez et à quel moment. Le terrorisme islamiste, il y a d'autres types. Alors pourquoi je mets terrorisme islamiste? Parce qu'il y a d'autres types de terrorisme. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les islamistes qui font des attentats. Il y a eu des périodes historiques où on a eu des attentats d'autres religions, des courants politiques particuliers. Je pense aux anarchistes fin 19e siècle. Vous avez eu énormément d'attentats en Europe dans les années 1980 de la part de groupes d'extrême gauche en Allemagne et en Italie. Ce qu'on a appelé les années de plomb également. Donc il y a des attentats parfois de d'autres groupes extrémistes. Et là par contre c'est du terrorisme islamiste, donc de l'islam radical. Donc des actes de violence commis par des islamistes, des attentats par exemple. Alors les trois définitions là, je les ai pas mis parce que vous les avez sur le diaporama.
Une superpuissance, la capacité d'un État à imposer sa volonté aux autres États en combinant plusieurs puissances, notamment la puissance militaire, l'influence politique et culturelle. Alors vous allez voir l'année prochaine, deux termes très importants peut-être que vous pouvez retenir, c'est que quand vous allez parler de puissance, vous allez parler de soft power, c'est-à-dire c'est la puissance culturelle et économique d'un pays, la soft power, et de hard power, le pouvoir dur qui est la puissance militaire. Vous verrez peut-être ça notamment avec les États-Unis. Alors la différence entre une puissance et une superpuissance, c'est qu'une superpuissance combine tous les aspects de la puissance. C'est-à-dire elle a une influence soft et une influence hard. Vous avez des puissances dans certains domaines qui ont pas, par exemple la Russie en fait a une influence seulement hard. Elle a une puissance militaire non négligeable, mais sa puissance culturelle et économique à la Russie est très minime par rapport aux États-Unis. Et enfin un monde bipolaire, un monde dominé par plusieurs puissances. Voilà pour ce chapitre. Je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre suivant, qui est sur la refondation de la République. Donc on revient en 1945 pour parler de ce qui se passe en France après la Seconde Guerre mondiale. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à re-regarder les vidéos pour bien comprendre tout ce qui se passe. Et surtout, prenez bien le temps quand même d'écouter les cours parce que notamment ces guerres-là, la guerre froide, sont des éléments de culture générale qui sont importants à connaître au lycée et surtout pour votre vie plus tard parce que c'est peut-être des choses qui vont vous intéresser. Tous ces conflits dans le monde dont peut-être vous aviez entendu parler mais que vous n'avez pas forcément de connaissances particulières. Donc merci à vous et puis à bientôt, à la semaine prochaine.